On va parler démographie, puisque on a souvent l'occasion avec vous, l'économiste Éric Revel, de parler de démographie, puisque ce sujet devient de plus en plus central dans les débats économiques. Oui, mais là, on a un vrai spécialiste. Ben voilà, attendez, je ne l'ai pas encore présenté. Vous êtes pressé, dites donc, ce soir. Oui, je suis pressé de l'entendre. Oui, je le disais, de plus en plus central dans les débats économiques d'actualité. La démographie importante dans les questions de la retraite, du vieillissement, de la stagnation économique, bref, dans tout. Inflation, croissance. Bonsoir Thibaut Prébet. Bonsoir. Vous êtes économiste, donc auteur de Démographie, la bombe tranquille, pourquoi tout va changer et comment nous y préparer, aux éditions du Rocher. Alors vous partez d'un symbole assez frappant dans ce livre. Au Japon, les ventes de couches pour adultes dépassent celles des couches pour bébés. Oui, alors ça, c'est une vraie image. Oui, et c'est même pas si récent que ça. C'est ça qui est amusant, mais ça frappe un peu. L'idée, c'est que la situation démographique que connaissent un peu tous les pays au monde arrive à des images qui nous semblent très éloignées, qui ne le sont peut-être pas autant. Et donc, c'est important de commencer un peu pour se disant vers quoi va l'avenir, en tout cas, si on n'y fait rien. Donc, c'est ça, vers les couches qui sont plus pour les bébés, mais pour les adultes, un monde de plus en plus vieux. En tout cas, vous dites, c'est pas l'économie qui commande la démographie, mais la démographie qui commande l'économie. Oui, C'est-à-dire absolument. Une des bases de ce livre, c'est essayer de se rendre compte qu'en fait, on change pas grand-chose. On est dans un monde où tous les pays suivent à peu près le même parcours. Il y a 195 pays au monde, il y en a 185 qui ont connu une baisse démographique ces 5 dernières années, une baisse de la fécondité. 195. Il y en a 185 sur 195. Vous voyez que bon. Et en fait, la réalité est que quoi qu'on y fasse, ça y change pas grand-chose. Et donc, il y a une voie qui est de se dire, on a une donne, il faut s'adapter. Et l'autre qui est d'espérer changer les choses que les autres n'arrivent pas à faire. Moi, je prétends qu'il vaudrait mieux essayer de s'adapter. Alors, comment déjà on s'adapte, ça on va le voir avec vous, mais pour s'arrêter quelques instants sur ces pays, c'est vrai que le chiffre est assez impressionnant. Ça veut dire que les pays développés, y compris longtemps considérés comme finalement assez jeunes, Brésil, Mexique, même États-Unis, Chine, ça y est, ils sont dedans eux aussi niveau démographie. Ah oui, complètement. Et puis ce qui est intéressant en plus, c'est que ça se fait avec une certaine convergence. C'est-à-dire qu'on a souvent eu ces débats sur les immigrants du Mexique qui allaient vers les États-Unis. Aujourd'hui, c'est 2 pays qui ont 1,6 enfants par femme et ils ont la même. Donc en plus, il n'y a même plus de sujet de savoir quels sont les écarts. Donc tout ce petit monde a convergé. Et en réalité, à part quelques pays africains, tous les pays au monde maintenant sont tranquillement passés sous les 2 enfants par femme. Et d'ailleurs, au sein des pays développés, peu de gens savent qu'il n'y a plus qu'Israël qui dépasse les 2 enfants par femme. Donc cette convergence, elle est très sensible. Et nous, on se réveille un peu aujourd'hui comme village gaulois qui arrivait à lutter contre la dénatalité, qui voit que ça arrive même chez nous et qui essaie de retrouver un peu sa potion magique nataliste en oubliant qu'en fait, tout le monde est passé par là. On n'est pas du tout aujourd'hui dans une situation qui est originale. Alors Israël, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font de particulier pour se distinguer ? Ils font beaucoup de choses. Déjà, Israël, en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est de se rappeler qu'en réalité, tout le monde à un moment donné a été un peu embêté par la démographie. En disant, il faudrait plus de main-d'œuvre. Et beaucoup de gens ont lutté contre ça, en particulier en Asie, en Corée du Sud, en Chine. Et en fait, on sait très bien freiner la démographie, on ne sait pas du tout la relancer. Et ce qu'a fait Israël de singulier, déjà, c'est de ne jamais arrêter son effort démographique qui a commencé évidemment après la Seconde Guerre mondiale. C'est une vraie organisation sociétale. Certaines des plus grandes banques de sperme au monde sont en Israël. Ça passe aussi évidemment par l'idée du conflit territorial et même de la colonisation. Aujourd'hui, quand on voit les guerres de drones en Ukraine, ça paraît daté, mais historiquement, le conflit faisait qu'on voulait être plus nombreux que le voisin. Et d'ailleurs, il y avait eu des anxiétés en France au 19e siècle, quand on commençait à s'approcher, à être moins nombreux que les Allemands. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Il y a évidemment l'élément de la religion, qui est important, mais qui n'est pas suffisant, puisque par exemple au Brésil, qui est un pays très croyant, là encore, on atteint tranquillement les 1,5 enfants par femme. Donc en fait, Israël est presque l'exemple qui montre que ce n'est pas possible. Parce que la conjonction d'éléments qu'il faut pour tenir une fécondité relativement élevée paraît tellement forte que on ne voit pas tellement comment tout le monde pourrait essayer de le copier. Donc rien à voir avec les politiques de natalité. D'ailleurs, vous expliquez à un moment donné dans ce livre que finalement les politiques de relance, elles échouent presque partout parce qu'en fait les causes, elles sont structurelles et profondes. Oui, absolument. Moi, j'aime bien dire en fait que si on explique pourquoi la fécondité baisse, ce qu'il explique principalement, c'est le progrès. Il y a 2 progrès qui expliquent pourquoi on tombe à 2 enfants par femme et un 3e qui explique pourquoi on tombe en dessous. Les 2 premiers, il faut se ramener au Moyen-Âge. 95% de la population travaille à l'agriculture. Vous avez énormément de mortalité infantile et juvénile. Donc si vous voulez des bras pour vous aider, et vous n'avez pas le choix si vous ne voulez pas mourir de faim, il va falloir faire des enfants. Progrès technique, vous n'avez plus besoin d'avoir des enfants qui vous aident, donc vous allez passer d'un besoin d'enfant à un désir d'enfant. Donc quand vous avez le choix, par définition, vous en faites moins. Et puis deuxième élément, le progrès sanitaire qui fait que si vous en voulez 2, vous n'avez peut-être plus besoin d'en faire 5 ou 6. Donc tout ça, ça nous amène à une convergence vers ce seuil de renouvellement de 2,1. Puis après, vous avez le progrès social qui va permettre en particulier aux femmes d'avoir une carrière,
d'avoir d'autres aspirations que simplement faire des enfants. Et ça nous a amené un peu en dessous des deux. Et ça devient un niveau qui est un petit peu inconfortable et qui va pousser chaque personne au sein de la population à réfléchir ce que ça peut entraîner, ce que ça peut entraîner politiquement, ce que ça peut entraîner pour lui, pourquoi pas même, c'est quelque chose que j'évoque, pour son patrimoine. Et donc ça nous pose de très nouvelles questions qui sont effectivement pas hyper agréables. Alors, quelles sont ces questions ? Alors effectivement, une des questions principales, il y a deux types de questions, en fait, toujours dans le sujet, c'est les questions économiques et les questions sociétales. C'est-à-dire vers quel monde on va ? Est-ce que c'est un monde égoïste ? Est-ce que c'est un monde sans croyance, sans religion, sans désir de famille ? Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup une partie de la population et dont l'autre se fout un peu. Et l'autre, c'est est-ce que je vais avoir ma retraite ? Ce qui intéresse pour le coup la totalité de la population. Donc on a ces deux types de sujets. Et d'ailleurs, de manière un peu amusante, puisqu'une des réponses qui revient souvent est le sujet de l'immigration, on retrouve ces deux composantes sociales. Donc là encore, on est sur des logiques économiques versus sociales. C'est un des grands débats. Et là-dessus, c'est vrai que le sujet des réformes des retraites, qui est un sujet crucial pour boucler un budget, est-ce qui ressort le plus aujourd'hui dans le débat public ? Alors, comment il ressort justement dans ce contexte que vous nous expliquez démographique ? Justement, vous, quel est votre regard ? Mon regard, en fait, c'est qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse parce qu'en fait, si on comprend le fait que la fécondité va continuer à baisser, on attend les nouvelles hypothèses du corps en juin, mais on sait que ça va être une dégradation des perspectives de fécondité, l'équation ne marche pas. Si l'équation ne marche pas, le choix logique serait de dire qu'il va nous falloir plus de recettes et moins dépenser. Ce qui est un truc qui est logique, mais qui, on le comprend bien, pour se faire élire, est quand même pas complètement génial, parce que ça fait triper personne. Face à ça, on a certains partis à gauche qui proposent de plus taxer et plus dépenser, des partis à droite qui proposent de moins taxer, moins dépenser, et le RN qui est parti pour plus dépenser et moins taxer, ce qui est une équation qui est originale. Face à ça, c'est vrai que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait la lucidité de comprendre que les situations nécessitent des choses un peu plus dures, nécessitent des économies, nécessitent de revoir les systèmes de retraite, et que si c'est pas populaire, le simple fait de faire l'autruche ne va pas nous aider à régler le sujet. Donc il vaudrait mieux avoir un peu de lucidité. Éric Revel. Oui, alors il y a plein de choses intéressantes, évidemment. D'abord, sur les 185 pays dont vous parliez, qui ont des baisses de taux de natalité, tous n'ont pas le même niveau de prestations sociales. Et tous n'ont pas le même niveau de retraite ou le même type de système de retraite. Ça veut dire que l'impact quand même de la démographie dans un certain nombre de pays, il y a des impacts qui sont absolument incontournables. Bon, le système par répartition, mathématiquement, si on continue sur ce niveau de rente, de retraite, avec de moins en moins d'actifs, pour de plus en plus de retraités, à mon sens, il n'y a pas d'autre choix dans tous ces pays, qui sont des pays avancés, plutôt riches, ce qui n'est pas le cas d'autres pays pour lesquels la démographie ne pose pas ce type de problème, parce qu'il n'y a pas de système de retraite. C'est ou bien allonger la durée du temps de travail, ou bien y introduire une dose de capitalisation. Bon, vous avez des leaders syndicaux, par exemple la CFDT, il me semble que la leader de la CFDT, Madame Maëlys Léon, oui, c'est ça, me semble-t-il. Elle est pour aborder sans tabou ce sujet. Mais vous savez que Jaurès, déjà, on parlait de la capitalisation, figurez-vous. Et Laurent Berger en était l'un des avocats les plus fervents dans les conversations avec le gouvernement à l'époque. Maintenant, on en discutait tout à l'heure aussi, ce qui rend peut-être les politiques natalistes incompétentes, inefficaces, c'est qu'en réalité, chacun ne voit pas la même chose. Ça, c'est important que vous le disiez. Dans le relancement démographique, il y a non, si je fais plus d'enfants, de toute façon, on va polluer plus la terre. Donc, il y a on parlait de l'écologie, d'ailleurs. D'autres, au contraire, disent, mais non, la religion. Donc, en fait, chacun y trouve... Ça, c'est un sujet que je trouvais très important. Je vous remercie de le lancer. C'est ce que je trouve passionnant, c'est cette idée, effectivement, que chacun y voit midi à sa porte. Chacun, en fait, comme c'est un sujet très intime, moi je prends l'exemple des vaccins. On se pose tous des questions, est-ce qu'on fait des enfants, on n'en fait pas, est-ce qu'on veut des petits-enfants ? Et tout ça se fait uniquement avec le prisme qu'on a tous. Et donc si vous êtes très écolo, vous allez penser que c'est l'éco-anxiété qui fait qu'on ne veut plus d'enfants. Exact. Si vous êtes très traditionnel, vous allez penser que c'est la baisse de la religion. Si vous êtes affecté par le logement, vous allez dire que l'immobilier est trop cher. Et en fait, ce qui est très intéressant, et on y revenait sur cette idée de la baisse mondiale de la fécondité, c'est qu'il y a des pays qui ont toutes les caractéristiques et ça baisse partout. Or, ce qui a bien fonctionné, c'est la science qui a permis à la mortalité de baisser partout et le progrès qui avance partout. Donc on se rend compte qu'en fait, face à tout ça, il n'y a pas de vraie solution. Donc ce qui est très important aujourd'hui dans les réformes... aux solutions quand même. Vous proposez quoi, vous ? Déjà, ce qu'on dit effectivement, c'est introduire une part de capitalisation. Pourquoi ? Parce que il y a deux caractéristiques dans la retraite par capitalisation qui sont bonnes et une qui est illusoire. La première qui est bonne, c'est de se rappeler que si vous cotisez pour vous-même, vous avez l'assurance d'avoir une retraite. Parce que quel que soit le rapport entre
le nombre d'actifs, le nombre de retraités, ça ne change pas si chacun va cotiser pour lui-même. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça aide aussi, ce qui est très présent aux États-Unis, à ce que la population s'intéresse à l'investissement, s'intéresse aux entreprises, crée une culture financière qui nous manque beaucoup et qui aide beaucoup. Là, en revanche, où je pense qu'il y a quelque chose d'un peu utopiste, c'est qu'on sort de performances boursières majeures. Et donc on se dit de toute façon en plus ça fait des performances énormes qui à mon sens ont été basées sur une explosion du nombre de consommateurs mondial et qui dans un automne démographique ne se renouvelleront peut-être pas. Et donc je suis intéressé par l'outil qui doit être de toute façon partiel parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais voilà, en n'étant pas dans l'idée que ça va nous financer comme l'IA toute notre retraite, mais en se disant juste que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut une réactivité qui n'est pas... C'est vrai, comme le soulignait Eric Revel, de plus en plus, il pense. Oui. Même si malheureusement l'argent qui a été accumulé sur le fonds n'a pas servi à alléger les difficultés du système par répartition, c'est la création par Lionel Jospin d'un fonds de réserve des retraites. Ce fonds de réserve de retraite qui existe toujours, mais qui sert plutôt à payer les arriérés de la CADES, la dette sociale. En fait, ce fonds, il est géré comme un fonds de capitalisation depuis son origine. Il y a des obligations, il y a des actions dedans. Donc vous voyez, même lorsque Lionel Jospin envisageait d'être président de la République, il avait créé comme Premier ministre ce fonds de réserve des retraites, qui n'a pas servi à soulager le système par répartition, mais qui était déjà, à mon sens, un pas en avant. En tout cas, ça va être évidemment un grand sujet de la prochaine présidentielle. Alors, il y a l'immobilier. Vous expliquez que l'immobilier résidentiel était l'un des grands moteurs cachés de la croissance depuis des décennies. Et ce modèle, avec ce que vous nous racontez sur la démographie, il va commencer à vaciller. Alors, ça veut dire quoi exactement ? Il y a les grands logements familiaux qui deviennent moins adaptés. Ça peut profondément changer le marché immobilier ? Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est hyper important parce que beaucoup de gens aiment bien faire des constats un peu de Cassandre et après s'en aller. Moi, j'aime bien dire qu'il faut proposer des solutions concrètes aux lecteurs, dans quoi investir, dans quoi pas investir. Ce qu'on constate, c'est que quand on a une baisse de la population, on l'a connu par exemple en Allemagne assez tôt, les marchés immobiliers ont tendance à s'effondrer. Le sud de l'Italie, par exemple, aussi. Et le Japon, évidemment, ça a été encore pire. C'est votre modèle dans ce livre, le Japon. Et par contre, il y a une recentralisation autour des grandes villes qui vont être des bassins d'emploi. En Chine, ce qui est intéressant, c'est que ça a été encore plus vite. Avant même que la population commence à baisser, on a eu une crise immobilière. Et donc, la question que je pose, c'est, à force que ça se produise, on va commencer à l'anticiper. Et donc, ce que je dis, c'est investir dans de l'immobilier en dehors des grandes villes ou des zones de luxe, sont des endroits où l'offre va devenir trop importante par rapport à la demande et pose un risque. Et donc, il faut complètement revoir cette idée du patrimoine immobilier qui était la base depuis des décennies du patrimoine français, parce que beaucoup de gens ont tout simplement fait leur patrimoine en achetant de l'immobilier pas très cher et en le voyant s'envoler, avec en plus l'inflation qui a un peu fait oublier les crédits. Et donc, je pense qu'il faut revoir complètement la manière de construire un patrimoine et de faire attention à cette logique d'immobilier qui monte toujours, qui démographiquement, dans chaque pays où l'automne démographique puis l'hiver est arrivé, l'immobilier a un peu commencé à faire la tête. Et donc, je crois qu'il faut être beaucoup plus vigilant que par le passé sur ce type de support qui est en plus un des piliers de la croissance qui va encore manquer. Elliot Maman, vous êtes le jeune de ce plateau. C'est intéressant d'avoir votre regard. Votre retraite, vous. Mais non, mais c'est vrai que... Je préfère ne pas y penser. Non, mais en définitive... on s'en est loin. Oui, certes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt des motifs idéologiques, notamment par rapport à tous les discours autour du développement personnel, le recentrage sur soi que l'on entend, qui explique la baisse de natalité, une baisse d'ambition en réalité, ou est-ce que véritablement ce qui détermine quand même de manière plus globale, c'est véritablement des facteurs économiques sur lesquels l'État pourrait donc avoir un effet plus direct? Non, je ne crois pas du tout. Je crois vraiment que ce qui a fait baisser la fécondité, je le disais, c'est le progrès. Et la question est comment on revient sur un problème sans enlever ce qu'il a amené, c'est-à-dire le progrès. Moi, on dit toujours les gens sont égoïstes maintenant, ils pensent qu'à eux. Mais si vous demandiez à une femme au XVIe siècle qui devait faire 10 enfants pour en garder 2, en repartant bosser dans les champs à chaque fois, s'il n'aurait pas préféré pouvoir choisir son mari, en changer, avoir une autre carrière, avoir des loisirs, d'autres aspirations, elle n'aurait pas hésité. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on idéalise, on se dit les gens sont égoïstes, mais je veux dire, les gens ont toujours fait ce qui leur paraissait mieux dans les contraintes qu'ils avaient. Les gens disent aussi, on n'a pas envie de faire d'enfants quand on voit le monde tel qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez un général qui vous dit, Fabien Bandon, il faut être perdre ses enfants, il y a des crises sanitaires, etc. C'est pas très engageant quand même. Mais oui, mais vous savez, moi je suis né dans une période où on disait tout le temps c'est la crise. À l'époque, il y avait du chômage de masse, des familles entières qui étaient déchirées par le fait qu'on ne trouvait pas d'emploi. C'était pas beaucoup mieux. On a eu avant des familles où on se mariait, on n'avait pas le droit de divorcer et il fallait faire des enfants. C'était pas toujours un grand plaisir. Donc il faut se rendre compte que tous les choix qu'on a aujourd'hui, les générations précédentes auraient aimé les avoir. Et donc considérer qu'on va revenir sur la baisse de la fécondité sans revenir sur des libertés, c'est difficile. Prenez un pays qui a stabilisé sa fécondité, il y en a très peu. C'est l'Égypte. Comment ils l'ont fait? Ils ont sorti les femmes du marché de l'emploi. C'est super. Donc je veux dire, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exemples qu'on a sont des exemples qui
organise d'une manière qui est très négative. Alors, et dites donc, avec ce que vous nous dites, vous avez parlé d'immigration tout à l'heure, vous l'avez évoqué rapidement, et forcément ça devient un sujet central, d'ailleurs beaucoup de politiques en parlent. ouais. Est-ce que ça veut dire en gros que les pays vieillissants, est-ce qu'ils pourront se passer d'immigration ? C'est ce que semblent dire certains responsables politiques. C'est une vraie question qui est plus complexe que ce qu'on dit. Déjà, le premier point, c'est que tous les pays au monde ont le même problème, et comme il faut un immigrant pour un immigrant, on n'a pas de solution mondiale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on va vers une société de services et de services digitalisés. Or, quand vous avez besoin de quelqu'un pour travailler sur les services digitalisés, vous n'avez pas forcément besoin qu'il vienne chez vous. Donc déjà, il y a un sujet sur les services où la délocalisation n'est pas problématique comme pour les biens, et donc ça va s'organiser un peu différemment. Et le troisième point, c'est qu'à force que tout le monde ait besoin de main-d'œuvre, on s'en rend pas compte, mais on va avoir une compétition pour l'immigration quand on aura besoin de main-d'œuvre, parce que, en fait, le rapport de force va complètement s'inverser. Et donc, si c'est pour venir payer la retraite à des gens qui eux-mêmes décident de tout, puisque c'est aussi un des fonctionnements, ça va être complexe. Et donc, je pense que c'est pas vraiment une solution, mais qu'en revanche, le rapport de force va changer. Et pour terminer, je dirais qu'en fait, et on le voit dans les nouvelles propositions, on vient d'enterrer l'idée de les familles nombreuses, et maintenant, on va essayer d'avoir des familles tout court. C'est le défi pour les années à venir. Bon, c'est déjà difficile à élever des enfants, donc en effet. Mais merci Thibaut.